Dans la savane tanzanienne, quand un chasseur Hadzabe trouve des traces d'éléphants encore chaudes au toucher, il s'arrête. Ses compagnons s'arrêtent. Le monde s'arrête. Aucun mot n'est dit, seulement des yeux qui balayent les arbres, des oreilles qui filtrent chaque son du vent. Un éléphant peut être à 50 mètres ou à 500. Il peut se nourrir paisiblement ou charger en direction du groupe à 40 km/h. La différence entre survivre et être écrasé peut être une respiration, une branche cassée, une seconde d'hésitation. Si vous êtes passionné par les animaux sauvages et les vrais documentaires, ne quittez pas cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous maintenant à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Parfait. Je vais produire maintenant le contenu complet avec l'ouverture B et la fermeture A. Attendez pendant que je construis le récit. Face à face avec des géants, comment les Hadzabe survivent aux attaques d'éléphants? Dans la savane tanzanienne, quand un chasseur Hadzabe trouve des traces d'éléphants encore chaudes au toucher, il s'arrête. Ses compagnons s'arrêtent. Le monde s'arrête. Aucun mot n'est dit. Seulement des yeux qui balayent les arbres, des oreilles qui filtrent chaque son du vent. Un éléphant peut être à 50 mètres ou à 500. Il peut se nourrir paisiblement ou charger en direction du groupe à 40 km/h. La différence entre survivre et être écrasé peut être une respiration, une branche cassée, une seconde d'hésitation. C'est la réalité quotidienne de l'une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs de la planète. Les Hadzabe vivent dans le bassin du lac Eyasi, dans le nord de la Tanzanie, une région où la grande vallée du Rift rencontre les plaines du Serengeti. Là, sous l'ombre de baobabs centenaires et parmi des buissons épineux qui déchirent la peau, environ 1300 personnes maintiennent un mode de vie qui reste pratiquement inchangé depuis 80 000 ans. Et là, chaque jour, ils partagent l'espace avec le plus grand animal terrestre de la planète. Considérez la dimension de ce que cela signifie. Un éléphant d'Afrique mâle adulte pèse entre 4 500 et 6 000 kg. Cela équivaut au poids de 3 rhinocéros blancs empilés, ou à 4 voitures de tourisme comprimées en une seule masse de muscles, de défense et de fureur potentielle. Quand cet animal décide de courir, il atteint des vitesses allant jusqu'à 40 km/h, plus vite que n'importe quel être humain ne peut sprinter. Et quand il décide d'attaquer, la force d'impact est comparable à celle d'un petit camion hors de contrôle. Les Hadzabe n'ont pas d'armes à feu. Ils n'ont pas de véhicule pour s'échapper. Ils n'ont pas de clôture pour se protéger. Ils possèdent des arcs faits de bois local, des flèches avec des pointes en métal recyclées à partir de clous, et un venin extrait de la rose du désert qui, aussi puissant qu'il soit contre les antilopes et les babouins, n'a pas la moindre chance d'abattre un éléphant. Le venin même qui soutient leur survie est inutile contre le géant. Alors, comment survivent-ils? La réponse commence par quelque chose que la plupart des gens modernes ont complètement perdu: la capacité de lire le monde sans parole. Un chasseur Hadzabe expérimenté peut identifier si un éléphant est passé par un endroit donné il y a 5 minutes ou il y a 5 heures, simplement en observant la texture de la terre piétinée. La profondeur de l'empreinte indique le poids de l'animal, et donc s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un petit. La direction des orteils révèle vers où il se dirigeait. L'humidité résiduelle dans le sol, laissée par le poids qui a comprimé la terre, raconte combien de temps s'est écoulé depuis le passage. Des traces fraîches émanent encore une chaleur perceptible au toucher des mains calleuses par l'arc. Mais les traces ne sont que le début. Les Hadzabe ont développé au fil des millénaires une encyclopédie vivante de signes qui précèdent la rencontre avec les éléphants. Des arbres à l'écorce arrachée indiquent une alimentation récente. Un éléphant consomme jusqu'à 250 kg de végétation par jour, laissant des marques indéniables sur son passage. Des branches cassées à des hauteurs spécifiques révèlent si l'animal a utilisé sa trompe ou ses défenses pour les atteindre. Des excréments encore humides et fumants signifient une proximité immédiate. Et le plus crucial de tous les signes, le son. Les éléphants communiquent par des vocalisations de basse fréquence, partiellement infrasonores, qui peuvent voyager jusqu'à 10 km dans des conditions idéales. Ce sont des grondements profonds, des vibrations qui semblent émerger du sol même. Une oreille exercée peut détecter ces sons avant que l'animal ne soit visible. Et plus important encore, peut interpréter leur signification. Des grondements courts et répétés indiquent une communication calme entre les membres du troupeau.
Des rugissements graves et prolongés signalent de l'agitation, et quand une femelle avec un petit émet ce son guttural spécifique, tous les Hadzabe savent, il est temps de disparaître. Disparaître, c'est le mot-clé. Les Hadzabe ne confrontent pas les éléphants. Ils n'essaient pas de les effrayer, ils ne font pas de bruit pour les chasser. Ils font exactement le contraire de ce que l'instinct de survie moderne suggérerait. Ils deviennent invisibles. Pensez à ce que cela exige. Un groupe de chasseurs suit la trace d'un phacochère dans la savane quand il s'aperçoit par les signes décrits que des éléphants sont dans la zone. Le premier élan de n'importe qui serait de courir. Mais courir est précisément ce qui provoque la charge d'un éléphant. Le mouvement rapide active les instincts prédateurs et défensifs de l'animal. Une personne courant à 12 km/h, vitesse moyenne d'un adulte en fuite, sera rattrapée par un éléphant en quelques secondes. Il n'y a pas d'arbre assez haut pour y grimper à temps. Il n'y a pas de buisson assez dense pour se cacher. Alors, les Hadzabe font quelque chose de contre-intuitif. Ils s'arrêtent. Ils s'abaissent lentement. Et ils attendent. Un éléphant possède une vision notoirement faible. Ses petits yeux, positionnés sur les côtés de sa tête massive, peuvent distinguer des formes en mouvement, mais ont des difficultés avec les objets statiques. La compensation évolutive est venue sous la forme d'un odorat extraordinaire. Les éléphants peuvent détecter de l'eau à des kilomètres de distance et identifier d'autres animaux par l'odeur bien avant de les voir. Mais l'odorat dépend du vent, et les Hadzabe savent lire le vent comme peu de peuples sur Terre. Avant toute chasse, avant tout mouvement dans la savane, un Hadzabe vérifie la direction du vent. Cela se fait de manière simple, en observant le mouvement de la poussière, en sentant l'air sur la peau humide du visage, ou simplement en soulevant une poignée de terre sèche et en la laissant tomber. Le vent porte l'odeur humaine. Si le vent souffle vers l'éléphant, l'humain sera détecté. S'il souffle de l'éléphant vers l'humain, il y a une chance de passer inaperçu. Cette lecture constante de l'environnement crée une danse silencieuse entre prédateurs et proies qui se répète depuis des millénaires. Les Hadzabe se déplacent dans le paysage comme des fantômes, toujours conscients de leur position par rapport au vent, toujours attentifs aux sons qui émergent de la végétation, toujours prêts à se figer sur place au premier signe de danger. Mais que se passe-t-il quand la prévention échoue? Il y a des moments où, malgré toutes les connaissances accumulées, une rencontre inévitable se produit. Un éléphant apparaît derrière un amas de buissons. Un troupeau traverse exactement le chemin que les chasseurs prévoyèrent de suivre. Une femelle avec un petit perçoit la présence humaine et décide que la meilleure défense est l'attaque. Dans ces moments-là, les Hadzabe ont recours à des techniques qui frôlent le suicide aux yeux de n'importe quel observateur extérieur. La première technique est l'immobilité absolue. Pas l'immobilité nerveuse de celui qui essaye de se cacher, mais l'immobilité totale de celui qui se fond dans le paysage. Respiration contrôlée, muscles relâchés, yeux mi-clos pour éviter le reflet qui pourrait attirer l'attention. Un chasseur Hadzabe peut rester dans cette position pendant 20, 30, 40 minutes, pendant qu'un éléphant passe à quelques mètres de distance. L'odeur humaine finit par se dissiper s'il n'y a pas de mouvement pour l'agiter dans l'air. Le son humain disparaît s'il n'y a pas de respiration haletante ou de battement de cœur accéléré transmis par le sol. Car oui, les éléphants peuvent ressentir les vibrations du sol grâce à des récepteurs spéciaux dans leurs pattes. La deuxième technique est utilisée quand l'immobilité n'est pas possible, quand l'éléphant a déjà détecté la présence humaine et s'approche pour enquêter ou attaquer. Dans ce cas, les Hadzabe cherchent des obstacles naturels. Pas des arbres pour grimper, car la plupart des arbres de la région ne supporteraient pas le poids d'un adulte montant rapidement, et un éléphant peut abattre un arbre de taille moyenne d'une seule poussée. Ce qu'ils cherchent, ce sont des formations rocheuses, des termitières géantes, ou ce que les chasseurs locaux appellent les racines boucliers, les racines aériennes de certains arbres de la région qui forment des structures entrelacées assez denses pour bloquer le passage d'un animal de 6 tonnes. Les termitières dans la région du lac Eyazi peuvent atteindre des hauteurs de 3 à 4 mètres et des largeurs de 2 mètres à la base. Ce sont des structures incroyablement dures, construites au fil des décennies par des millions d'insectes, et elles représentent l'un des rares obstacles naturels qu'un éléphant ne peut pas simplement traverser. Un Hadzabe, qui parvient à positionner une termitière entre lui et un éléphant en charge, gagne des secondes précieuses, assez de temps pour que l'animal perde l'intérêt
ou pour que d'autres membres du groupe créent des distractions. La troisième technique est la plus risquée et rarement utilisée, le leurre. Quand plusieurs personnes sont en danger et que la fuite collective est impossible, un ou deux membres du groupe peuvent délibérément attirer l'attention sur eux, en se déplaçant dans la direction opposée, en faisant un bruit contrôlé, pour permettre aux autres de s'échapper. Cela exige non seulement un courage extrême, mais aussi une connaissance précise du terrain. L'individu qui sert d'appât doit savoir exactement vers où courir, quels obstacles utiliser, et pendant combien de temps il peut maintenir la distance avant que l'éléphant n'abandonne la poursuite. Les éléphants ne poursuivent généralement pas les humains sur de longues distances. Leurs charges sont des explosions d'énergie destinées à éloigner les menaces, pas des chasses soutenues. Si un humain parvient à maintenir une distance de 300-400 mètres, il y a de bonnes chances que l'animal abandonne la poursuite. Mais ces 400 mètres doivent être parcourus sur un terrain que le Hadzabe connaît intimement, et l'éléphant non. Des ravins trop étroits pour que l'animal puisse passer. Une végétation dense qui ralentit le géant, mais permet le passage humain. Des pentes où le poids de l'éléphant devient un désavantage. Toute cette connaissance n'est pas enseignée dans des salles de classe. Elle n'existe pas dans les livres. Elle ne peut pas être téléchargée sur des applications de téléphone portable. Elle se transmet de génération en génération par une méthode que l'humanité a utilisée pendant des centaines de milliers d'années avant l'écriture, la tradition orale. Chaque soir, autour de feux qui brûlent sous le ciel étoilé de la Tanzanie, les anciens Hadzabe racontent des histoires. Certaines sont des mythes de création, des récits sur des géants poilus qui habitaient la terre avant les humains modernes. D'autres sont des leçons pratiques déguisées en divertissement, des contes sur des chasseurs qui ont commis des erreurs fatales, sur des rencontres avec des éléphants qui se sont terminées en tragédie ou en sauvetage miraculeux. Les enfants Hadzabe commencent à accompagner les chasses dès l'âge de 3 ans. Ils ne participent pas activement, mais ils observent, ils absorbent. À 7 ou 8 ans, ils peuvent déjà identifier des dizaines d'espèces d'animaux rien que par leurs empreintes. À 12 ans, ils fabriquent leurs propres arcs et flèches. À 15 ans, ils sont des chasseurs complets, portant dans leurs instincts la connaissance de 80 000 ans de survie. Mais ce système est menacé comme il ne l'a jamais été auparavant. Il y a 30 ans, la vallée de Yaeda, cœur du territoire Hadzabe, grouillait d'une vie sauvage comparable à n'importe quel parc national existant. Des éléphants, des rhinocéros, des lions, des léopards, des zèbres, des girafes et des dizaines d'espèces d'antilopes traversaient la région lors de migrations saisonnières qui suivaient des schémas établis depuis des millénaires. Les Hadzabe connaissaient ces schémas aussi bien qu'ils connaissaient les rythmes de leur propre corps. Ils savaient quand les éléphants descendraient des montagnes en quête d'eau. Ils savaient quelle route éviter pendant la saison sèche, quand les animaux se concentraient autour des rares sources permanentes. Aujourd'hui, la réalité est radicalement différente. Les Hadzabe ont perdu 90% de leur territoire traditionnel au cours des 5 dernières décennies. Les agriculteurs Sukuma avancent par le sud, déboisant la végétation indigène pour planter du maïs et des haricots. Les pasteurs d'Atoga, poussés vers le nord par l'expansion agricole, amènent leurs troupeaux de bétail paître sur les terres semi-arides dont les Hadzabe dépendaient pour trouver de la nourriture. L'espace qui permettait autrefois la coexistence entre les humains et la vie sauvage est comprimé jusqu'au point de rupture. Mesurez ce que cela signifie pour la relation avec les éléphants. Quand le territoire était vaste, les rencontres pouvaient être évitées. Les Hadzabe se déplaçaient simplement vers des zones où les éléphants n'étaient pas présents à ce moment-là. La nature nomade de leur société, des groupes de 20 à 30 personnes qui se déplacent de façon saisonnière selon la disponibilité des ressources, permettait cette flexibilité. Si des éléphants occupaient une région donnée pendant la saison humide, les Hadzabe allaient ailleurs. Il y avait de l'espace pour tout le monde. Maintenant, cet espace disparaît. Entourés par des fermes au sud et des pâturages au nord, les Hadzabe sont forcés de rester dans des zones de plus en plus restreintes, et les éléphants, également pressés par la perte d'habitat, sont comprimés dans les mêmes fragments de terre. Le résultat est prévisible, des rencontres plus fréquentes, plus tendues, plus dangereuses. La Tanzanie possède environ 60 000 éléphants, une population qui a déjà été de plus de 300 000 il y a quelques décennies. Malgré la réduction drastique causée par le braconnage et la perte d'habitat, 60 000 éléphants représentent encore une présence massive dans le paysage.
et ces animaux entrent de plus en plus en conflit avec les communautés humaines dans tout le pays. Les rapports officiels documentent des centaines d'incidents annuels d'invasion de plantations, de destruction de propriétés et de décès, tant d'humains que d'éléphants. Pour les Hadzabe, le problème prend des contours spécifiques. À la différence des agriculteurs qui peuvent construire des clôtures ou installer des systèmes d'alarme, les Hadzabe n'ont pas d'infrastructure permanente à protéger. Leurs habitations sont des abris temporaires faits de branches et d'herbes, construits en quelques heures et abandonnés quand le groupe se déplace. Il n'y a rien là qui vaille la peine d'être défendu contre un éléphant, et essayer de défendre serait un suicide de toute façon. Ce que les Hadzabe ont et qui doit être protégé est quelque chose de beaucoup plus fondamental, leur corps. Pendant les décennies de recherche anthropologique avec les Hadzabe, les chercheurs ont documenté de multiples cas de décès et de blessures graves causées par des éléphants. Un homme écrasé alors qu'il récoltait du miel d'un baobab, l'éléphant est apparu silencieusement alors qu'il était occupé avec les abeilles et il n'a pas eu le temps de descendre. Une femme piétinée lorsqu'elle a été surprise en train de creuser des tubercules dans une végétation dense. Un groupe de chasseurs qui a dû se disperser en hâte quand un troupeau a surgi sur son chemin, entraînant la chute d'un jeune homme qui a été frappé par une trompe qui lui a fracturé les côtes. Ces histoires n'apparaissent pas dans les statistiques officielles. Les Hadzabe vivent en dehors du système d'enregistrement gouvernemental. Ils ne possèdent pas de documents d'identité dans la plupart des cas. Ils ne fréquentent pas les hôpitaux. Quand quelqu'un est blessé par un éléphant, le traitement est fait avec la connaissance traditionnelle des plantes médicinales, où la personne meurt tout simplement. Il n'y a pas d'ambulance dans la vallée de Yaeda. Il n'y a pas d'hélicoptère de secours. Il n'y a rien d'autre que la communauté et sa sagesse ancestrale. Observez comment cela façonne la psychologie collective du groupe. Les Hadzabe ne craignent pas les éléphants de la manière dont les citadins les craignent. Il n'y a pas de panique, pas d'hystérie, pas ce genre de peur paralysante qui surgit quand on affronte quelque chose de complètement inconnu. Ce qui existe est le respect, un respect profond, presque religieux, pour une créature qui partage leur monde depuis si longtemps qu'elle est devenue une partie intégrante de leur identité. Dans la cosmologie Hadzabe, les éléphants occupent une place spéciale. Ils sont vus comme les habitants originels de la Terre, des créatures qui étaient là avant les humains et qui continueront après. Les chasser est tabou, pas seulement parce que le venin des flèches ne fonctionne pas, mais parce qu'il y a quelque chose de profondément mal à essayer de tuer un être aussi ancien et puissant. Certains anciens parlent des éléphants comme s'ils étaient des parents éloignés, des membres d'une famille étendue qui ont simplement choisi une forme différente. Cette relation de respect mutuel a fonctionné pendant des millénaires, mais elle ne fonctionne que lorsqu'il y a assez d'espace pour que chaque côté garde ses distances. En 2011, les Hadzabe ont remporté une victoire historique. Le gouvernement tanzanien a émis les premiers titres de propriété communautaire du pays, garantissant des droits légaux sur 57 000 acres de territoire ancestral. Ce fut un moment de célébration. Pour la première fois, une tribu minoritaire en Tanzanie avait une reconnaissance formelle de sa connexion avec la terre. Depuis lors, des titres additionnels ont été accordés, totalisant plus de 200 000 acres sous protection communautaire. Mais 200 000 acres ne représentent que 10% du territoire que les Hadzabe occupaient à l'origine. Et ce fragment doit abriter non seulement 1300 personnes, mais aussi toute la vie sauvage qui a été expulsée des zones converties en fermes et en pâturages. Les éléphants qui erraient autrefois sur des millions d'acres sont maintenant concentrés dans des couloirs de plus en plus étroits. Les mêmes couloirs où les Hadzabe tentent de maintenir leur mode de vie. La réponse trouvée jusqu'à présent implique une combinaison de connaissances traditionnelles et d'outils modernes. Les Hadzabe emploient aujourd'hui 33 patrouilleurs communautaires, des hommes armés d'arcs et de flèches traditionnelles, mais aussi équipés de localisateurs GPS fournis par des organisations de conservation. Ces patrouilleurs surveillent les frontières du territoire, suivant les mouvements des éléphants et alertant les communautés sur la présence de troupeaux. Quand les éléphants s'approchent de zones habitées, l'information circule rapidement, permettant aux familles de se déplacer vers des endroits plus sûrs. Le système fonctionne jusqu'à un certain point. Mais il dépend de quelque chose que toute la technologie du monde ne peut remplacer. La connaissance intime du terrain que seules des générations de vie commune peuvent procurer.
Un GPS peut montrer où un éléphant se trouve en ce moment. Il ne peut pas prédire vers où il ira. Il ne peut pas identifier les signes subtils qui indiquent si l'animal est calme ou agité, s'il est juste de passage ou s'il a l'intention de rester dans la zone. Il ne peut pas apprendre à un enfant comment rester immobile pendant que 6 tonnes de puissance brute passent à quelques mètres de distance. Et c'est là que la menace la plus profonde se révèle. Sur les environ 1300 Hadzabe vivants aujourd'hui, seuls environ 300 vivent encore exclusivement comme chasseurs-cueilleurs. Les autres ont été partiellement intégrés aux villages voisins, complétant leur régime traditionnel par des aliments achetés sur les marchés, portant des vêtements échangés avec des touristes, utilisant des téléphones portables pour communiquer avec le monde extérieur. Certains jeunes ont fréquenté l'école, ont appris le swahili et naviguent maintenant entre 2 mondes radicalement différents. Cette transition n'est pas nécessairement négative. L'éducation ouvre des portes. La technologie peut sauver des vies. L'intégration économique offre des alternatives quand la chasse traditionnelle échoue. Mais chaque pas vers le monde moderne est un pas loin de la connaissance qui a maintenu les Hadzabe en vie pendant 80 millénaires. Un jeune qui grandit dans un village, fréquentant l'école pendant la journée, ne passe pas les mêmes heures dans la savane que son grand-père. Il ne développe pas la même acuité sensorielle. Il n'absorbe pas les mêmes histoires autour du feu. Et quand arrive le moment d'affronter un éléphant, si ce moment arrive, il peut ne pas avoir les instincts nécessaires pour survivre. Le problème n'est pas seulement pratique, il est existentiel. Les Hadzabe définissent leur identité par leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs. La langue Hadza, une langue à clic unique au monde, sans parenté connue avec aucune autre langue existante, est intrinsèquement liée à cette identité. Les histoires, les rituels, les valeurs de partage et d'égalité qui caractérisent la société Hadzabe n'ont de sens que dans le contexte d'une vie vécue en connexion intime avec la nature. Si les Hadzabe perdent la capacité de survivre parmi les éléphants, ils perdent bien plus qu'une compétence spécifique. Ils perdent leur raison d'être Hadzabe. Certaines organisations internationales travaillent pour préserver cette connaissance. Des anthropologues documentent les techniques de chasse et de survie. Des linguistes enregistrent la langue Hadza avant que les locuteurs natifs ne disparaissent. Des conservationnistes tentent de garantir que les couloirs de vie sauvage restent ouverts, permettant aux éléphants et aux humains de continuer leur danse millénaire. Mais au final, la survie des Hadzabe dépend de quelque chose qu'aucune organisation externe ne peut fournir. La volonté de continuer à vivre comme ils ont toujours vécu, et cette volonté est testée quotidiennement. Chaque matin, quand les chasseurs Hadzabe quittent leur campement temporaire et se dirigent vers la savane avec leurs arcs sur l'épaule, ils font un choix. Le choix de rester fidèles à un mode de vie que le reste du monde a abandonné. Le choix d'affronter des dangers que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Le choix de faire confiance à des connaissances qui n'existent que dans la mémoire d'une poignée d'anciens. Et chaque fois qu'ils trouvent des traces d'éléphants encore chaudes au toucher, ils s'arrêtent. Leurs compagnons s'arrêtent. Le monde s'arrête. Et dans ce silence absolu, 80 000 ans de sagesse murmurent des instructions qu'aucun livre ne peut enseigner. Les Hadzabe ne laissent pas de traces. Ils ne construisent pas de maisons permanentes. Ils n'accumulent pas de possessions. En 80 000 ans d'existence, leur impact sur la Terre a été moindre que celui d'une seule ferme moderne, en une décennie. Et c'est peut-être exactement pour cela qu'ils sont encore là, parce qu'ils ont appris que coexister signifie ne pas tenter de dominer. Quand un éléphant passe près du campement Hadza la nuit, personne ne crie, personne ne court. Les enfants restent tranquilles dans les bras de leur mère. Les chasseurs observent. Et quand le géant suit son chemin, la vie continue comme si de rien n'était. Parce que pour les Hadzabe, rien n'est arrivé. Juste 2 habitants de la même terre, suivant leur chemin sous les mêmes étoiles. Il y a une leçon là-dedans pour un monde qui a perdu 90% des éléphants d'Afrique en un siècle. Une leçon sur l'humilité, sur les limites, sur la différence entre habiter un lieu et le conquérir. Les Hadzabe survivent aux éléphants, non pas parce qu'ils sont plus forts ou plus intelligents. Ils survivent parce qu'ils ont compris quelque chose que la plupart d'entre nous ont oublié. Tout n'a pas besoin d'être vaincu. Je vais maintenant créer le fichier TXT avec le contenu complet. À identifier un déficit de caractère et à planifier une expansion stratégique. À identifier un déficit de caractère
et à planifier une expansion stratégique. Vérification de la compétence de création de documents pour garantir la meilleure qualité dans la production du fichier. L'utilisateur a demandé un fichier TXT simple, pas un document Word. Je vais créer le fichier TXT directement avec le contenu complet du récit. Création du fichier TXT avec le récit documentaire complet sur les Hadzab et les éléphants, Hadzab et Elephant, narrativa.txt. Le fichier a été créé. Maintenant, je dois vérifier la taille pour garantir qu'elle est dans les spécifications 25 000 à 28 000 caractères, puis le déplacer vers le répertoire des outputs et le présenter à l'utilisateur. Vérification du nombre de caractères et de mots du fichier pour confirmer qu'il est dans les spécifications. Script. Le fichier a 22 973 caractères et 3 417 mots. C'est un peu en dessous du minimum de 25 000 caractères demandés. Je dois étendre le contenu pour atteindre l'objectif. Je vais ajouter plus de contenu dans les 2 chapitres pour atteindre la taille souhaitée. Terminé. Le fichier a 22 973 caractères. Je dois l'étendre pour atteindre le minimum de 25 000. Je vais ajouter plus de contenu détaillé. À vérifier l'extension textuelle et à préparer la livraison finale. À vérifier l'extension textuelle et à préparer la livraison finale. Expansion du chapitre 1 avec plus de détails sur la trompe de l'éléphant et le danger qu'elle représente. Je dois inclure le chemin dans la commande str replace. Expansion du chapitre 1 avec plus de détails sur la trompe de l'éléphant et le danger qu'elle représente Hadzabe Elephantes Narrativa EXT plus 7, 3. Bien maintenant, je vais continuer l'expansion avec plus de détails pour atteindre le minimum de 25 000 caractères. Expansion des détails sur la vie des Hadzabe et le miel Hadzabe Elephantes Narrativa TXT plus 11, 3. Je vais continuer à étendre cette fois-ci dans le chapitre 2 pour atteindre le minimum de 25 000 caractères. Expansion du chapitre 2 avec plus de détails sur la situation actuelle des éléphants et le conflit Hadzabe Elephant Narrativa.txt plus 7, 3. Je vais vérifier à nouveau la taille du fichier et continuer l'expansion si nécessaire. Vérification à nouveau du nombre de caractères et de mots. Script. Maintenant, nous avons 26 200 caractères et 3 894 mots. C'est dans la fourchette demandée, 25 000 à 28 000 caractères. Je peux maintenant copier vers le répertoire des outputs et le présenter à l'utilisateur. Terminé. Le fichier a maintenant 26 200 caractères et 3 894 mots dans les spécifications demandées. Structure narrative synthétisée avec des éléments thématiques contrastés. Structure narrative synthétisée avec des éléments thématiques contrastés. Copie du fichier final vers le répertoire des outputs. Script. Le fichier a été copié avec succès vers le répertoire des outputs. Maintenant, je vais le présenter à l'utilisateur. Fichier présenté. Le fichier a été présenté à l'utilisateur. Je vais donner un bref résumé de ce qui a été produit. Terminé. Récit terminé avec 26 200 caractères, 2 chapitres, ouverture cinématographique avec des traces chaudes et fermeture réflexive sur la coexistence. Tous les nombres écrits en toutes lettres,